Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le cours en ligne d'Olivier Sauret. Voici une nouvelle vidéo de la série énergie, la conservation de l'énergie et plus précisément modéliser la conservation de l'énergie. Cette vidéo est issue d'un travail réalisé au sein du Grephic, un groupe de réflexion didactique. Voilà, c'est aussi également une version bêta que j'enregistre rapidement pour qu'elle soit disponible le plus vite possible et que je réenregistrerai plus tard. Alors, modéliser la conservation de l'énergie, c'est deux choses, c'est faire une chaîne d'énergie, puis appliquer le principe de conservation. Cette vidéo s'intéresse surtout à faire une chaîne d'énergie. Faire une chaîne d'énergie, c'est pour analyser un phénomène physique, analyser les échanges d'énergie en fait lors d'un phénomène physique. C'est identifier les systèmes, les stocks et puis les transferts mis en jeu entre eux. Donc pour apprendre à faire une chaîne d'énergie, le mieux c'est de prendre des exemples. Donc on va prendre ces 4 exemples là, des glaçons qui fondent dans de l'eau, un mont de charge avec une grue, euh, une batterie à hydrogène et puis une centrale nucléaire. Alors le glaçon qui fond dans l'eau. Donc première étape, première phase de mon travail, c'est que je vais identifier les systèmes. J'ai de l'eau, un système eau, liquide, et un autre système, les glaçons, c'est aussi de l'eau, solide. Voilà. Et ça va être important de le nommer eau et pas glaçon, on va voir après pourquoi. Donc dès que j'ai un système, je fais un rond. C'est comme ça que je vais commencer ma chaîne d'énergie. Et puis j'inscris dedans le nom du système. Ensuite, j'identifie les stocks d'énergie qui sont dans les systèmes. Alors par exemple, l'énergie nucléaire, l'énergie thermique, énergie d'état, c'est-à-dire l'état liquide correspond à un certain niveau d'énergie. Voilà. Mais si je regarde bien, il n'y en a qu'un seul qui va varier au cours de ce qui se passe, au cours du phénomène physique. Donc finalement, je ne vais en garder qu'un, l'énergie thermique, dont le stock diminue. De l'autre côté, le système O2 initialement à l'état glace, sa température d'abord négative va monter jusqu'à 0. Puis ensuite il va changer d'état, donc il a un stock d'énergie d'état qui va augmenter. Et puis ensuite, son énergie thermique, cette fois à l'état liquide, va augmenter. Voilà. J'ai identifié les stocks. Donc maintenant j'identifie les transferts thermiques. Et puis donc on a notre histoire du glaçon qui fond dans l'eau en schéma et en modèle de chaîne d'énergie. Voilà, on a fait notre chaîne d'énergie. Alors, on peut rajouter un petit niveau, si on a envie de représentation, c'est de se rendre compte en fait que le stock d'énergie qui a diminué dans le premier système, on le retrouve dans le deuxième système, donc la somme des stocks là qui a augmenté. Prenons maintenant la grue pour monter une charge. Donc pareil, je vais découper dans le réel pour identifier mes systèmes. Donc on a la pile, on a le moteur, on a la charge qui va monter. Cette pile alors j'identifie les stocks, donc la pile contient un stock d'énergie chimique qui diminue. La charge contient un stock d'énergie mécanique qui va augmenter. Puis le moteur en fait ne contient rien qui nous intéresse comme stock, puisque l'on va considérer en régime permanent que c'est un convertisseur parfait. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a comme transfert entre la pile et le moteur? On a de l'électricité, transfert électrique d'énergie. Entre le moteur et la charge, action d'une force, travail d'une force, transfert d'énergie mécanique. Transfert mécanique d'énergie, pardon, à ne pas confondre avec l'énergie mécanique, qui est elle un stock d'énergie. Et puis, voilà. Alors là, souvent, il y a des choses qui ne sont pas visibles dans notre histoire. Soit c'est pas dit dans l'énoncé, soit c'est pas dans l'image. Et là, on n'oublie pas qu'en fait, on a presque toujours un transfert thermique vers l'environnement. Oui, la pile chauffe, donc elle va un peu chauffer l'air autour. Puis le moteur, il chauffe, donc il va un peu chauffer l'air autour. Et puis la charge, ici, on a aussi, bizarrement, on va avoir des frottements. Donc ça va aussi, on va aussi avoir une perte d'énergie vers l'environnement.
Voilà. Donc en fait, finalement, si on regarde bien, l'environnement, il a un stock d'énergie qui augmente. Autre exemple, charger une batterie à hydrogène. Donc là, en l'occurrence, à l'aide d'un panneau solaire. Donc je vais faire comme pareil. En schéma, je vais découper le réel, je vais identifier les systèmes et je vais modéliser ça par une chaîne d'énergie. Donc, le panneau solaire, premier système. Deuxième système, la batterie. Alors la batterie, c'est quoi exactement? C'est des atomes d'oxygène et d'hydrogène, et qui sont initialement dans des molécules d'eau. Ils sont arrangés ensemble, et puis au fur et à mesure de l'électrolyse de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? On va former du dioxygène et du dihydrogène. Donc la batterie, c'est bien les atomes d'oxygène et d'hydrogène qui se réarrangent. Et ça veut dire quoi quand ils se réarrangent? Que c'est un stock d'énergie chimique qui augmente. Quel est le transfert d'énergie entre ces deux systèmes? C'est de l'électricité. Donc on a un travail électrique. Alors, on sait bien, il manque quand même dans l'histoire, c'est que il y a de la lumière qui arrive sur le panneau solaire. La lumière, c'est le transfert d'énergie par rayonnement qui amène l'énergie au panneau solaire. Donc là, on a une flèche qui part de nulle part. Et puis, exactement comme dans le cas précédent, le panneau solaire il chauffe, la batterie elle chauffe, donc on a toujours des pertes par transfert thermique vers l'environnement. Alors, on a encore là un système invisible dans notre histoire, parce que là on voit bien une flèche qui vient de nulle part. C'est qu'en fait, il y avait un système qui a envoyé cette énergie, cette lumière. Ce système, c'est le soleil. On pourrait le rajouter dans notre chaîne d'énergie si on voulait. Mais ça va pas trop nous intéresser en termes de modélisation. Pourquoi? Parce que quel est le stock d'énergie du soleil qui varie? C'est l'énergie nucléaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, la fusion nucléaire va permettre de former les photons, donc la lumière, qui va être envoyée vers la Terre. Mais évidemment, on va être incapable d'accéder par le calcul au stock d'énergie nucléaire utilisé. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce système-là, il n'est pas utile pour notre analyse à venir. Donc, on va peut-être pas le garder. Et on va se contenter de ça comme chaîne d'énergie. Prenons un nouvel exemple, celui de la centrale nucléaire, qui est représenté ici par un petit schéma, qu'on va détailler au fur et à mesure qu'on fait la chaîne d'énergie. Le premier système qu'on peut identifier, c'est l'uranium, constitué de nucléons. En se transformant, transformation nucléaire, l'uranium perd en fait de l'énergie nucléaire, et donc il va fournir de l'énergie par transfert thermique à un circuit primaire, ou à de l'eau contenue dans un circuit primaire. Ce circuit primaire est en contact avec un deuxième circuit d'eau, et donc il va transférer de l'énergie par transfert thermique à ce deuxième circuit d'eau. Si on regarde ce deuxième circuit d'eau, le circuit secondaire, on voit qu'il entraîne une turbine grâce à une force, et puis il est en contact aussi également grâce au condensateur avec l'extérieur. Donc il y a un transfert thermique vers l'extérieur. La turbine et l'alternateur sont ici là pour justement fabriquer l'électricité qui va être envoyée dans le réseau. Si on voulait être un peu plus rigoureux, on pourrait dire qu'en fait chacun des éléments du système de la chaîne, on pourrait dire que chacun des éléments de la on pourrait dire que chacun des éléments de la centrale nucléaire transfère de l'énergie vers l'extérieur. Et du coup, on aurait une chaîne d'énergie un peu complexe. Mais justement ça, c'est un choix de modélisation. Dans une centrale nucléaire, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément tout ce qui s'y passe à l'intérieur, sauf si on a envie d'en comprendre le fonctionnement. C'est, d'un point de vue énergétique, le transfert électrique qui est fourni justement par la centrale nucléaire. Donc en fait, cette chaîne d'énergie, ce choix qu'on a fait, on aurait pu faire un autre choix beaucoup plus simple. On pourrait prendre l'ensemble de la centrale comme étant un seul système. Cette centrale nucléaire fournit un transfert électrique vers le réseau et
perd de l'énergie par transfert thermique vers l'environnement. Voilà. Et ça suffit à raconter l'histoire qu'on voulait raconter. Pour résumer, on va pouvoir détailler chacun des mots-clés qui constituent ce cours: système, stock, transfert, chaîne d'énergie. D'abord, dans notre imaginaire, en faisant un schéma. Puis dans nos langages symboliques. Nos langages symboliques sont ici la modélisation par une chaîne d'énergie. Vous pouvez choisir les chaînes que vous voulez, celles qui vous ont parlé. Et puis, suite à ces chaînes d'énergie, on ira chercher l'autre langage symbolique, le langage mathématique, mais ça, ce sera plutôt une prochaine vidéo, quand on parlera du principe de conservation de l'énergie. Et enfin, ce sera le moment de faire quelques phrases en français. Finalement, de nos différents exemples, on peut en déduire une méthode pour faire une chaîne d'énergie. La première étape, ce serait d'identifier les systèmes, soit dans la situation racontée en langage courant, l'énoncé par exemple, soit en découpant dans le réel, dans l'image, dans le schéma. On y entoure les objets. Ensuite, pour chaque système identifié, on dessine un rond et on y met son nom. Ensuite, on identifie les stocks d'énergie qui varient pour chaque système et on les inscrit à l'intérieur du rond. Ensuite, on trace une flèche pour chaque transfert entre les systèmes et on y indique son nom. Étape 5, dernière étape, ça serait d'appliquer le principe de conservation de l'énergie. Mais ça, c'est dans une prochaine vidéo. Alors à bientôt.